Comme chaque soir, on s'intéresse aux coulisses du biz avec nos deux invités. Jérôme Valu, associé chez ICP Consulting, bonsoir, et auteur également d'un manuel à l'usage des patrons qui s'interroge sur l'ubérisation de leur activité. On en parlera. Augustin Leclerc, vous êtes consultant associé chez Jin. Bonsoir également et merci d'être avec nous. Dans le prolongement de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les téléspectateurs chinois ont été privés hier soir du dernier épisode de la série, la très célèbre série américaine Game of Thrones. Officiellement, la plateforme internet Tencent, qui diffuse la série en Chine, a rencontré un problème technique. Faux, a répondu aujourd'hui la chaîne américaine HBO, selon laquelle Pékin a tout simplement bloqué la diffusion de la série en Chine. Pourquoi, à votre avis, les autorités chinoises n'assument pas et ne parlent pas clairement de représailles, Jérôme Valu? Sans doute parce que quand on voit la montée, d'ailleurs, dès aujourd'hui, les amateurs de Game of Thrones en Chine étaient absolument furieux. Donc on ne sait pas bien qui doit prendre la responsabilité de ça et annoncer que c'était effectivement une représaille plutôt qu'un incident technique. Donc là, je dirais que je ne suis pas sûr que ce soit un événement à citer, plus que ça. Augustin Leclerc, vous êtes spécialiste des questions d'image, du coup, et vous aussi, vous pensez que c'était plus prudent en termes d'image de ne pas annoncer officiellement que c'était des représailles? Je pense que la bataille qui se joue essentiellement en coulisses, c'était une manière pour les Chinois de montrer aux Américains qu'ils avaient des moyens de rétorsion, de prendre l'opinion publique à témoin en montrant à la population chinoise que c'est les Américains les responsables. Donc d'ailleurs, ils leur ont fait porter le chapeau, bien qu'ils aient contesté. C'était vraiment une manière pour le gouvernement chinois de faire masse, montrer qu'ils étaient capables, en surfant sur un sujet d'actualité, un sujet grand public, aussi de contraindre et d'avoir un impact sur le soft power américain. Alors le moment était mal choisi, parce que c'était la diffusion du dernier épisode de la série. Donc 8 saisons, dernier épisode, particulièrement attendu. Beaucoup d'internautes chinois ont choisi de télécharger finalement l'épisode de manière illégale. Et là, ça nous montre bien finalement les limites de cette guerre commerciale. Les entreprises qui choisissent d'y participer ou qui y sont contraintes ont tout à y perdre. Oui, et puis quand on écoute le patron de Huawei d'ailleurs, il dit mais vous vous rendez pas compte de la force qu'on a. Et d'ailleurs dans les effets collatéraux, il y en a un qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui l'État américain met une pression incroyable sur les opérateurs télécoms aux États-Unis pour couvrir les zones blanches. Et elles sont larges, les zones blanches. Et le matériel qui fait ça, c'est quoi? C'est du Huawei parce qu'il est moins cher. Et donc, quelque part, aujourd'hui, ceux qui râlent, ce sont les opérateurs américains, opérateurs télécoms américains qui disent « Mais si vous nous donnez pas ce matériel-là à ce prix-là, on ne sera pas capable de remplir l'objectif que vous nous avez fixé, qui est de couvrir les zones blanches. » Donc, finalement, c'est pas aussi manichéen qu'on peut l'imaginer. Augustin Leclerc, vous pensez également que les entreprises n'ont aucun intérêt à poursuivre dans cette escalade? Là, l'OCDE a annoncé aujourd'hui qu'ils baissaient leurs prévisions de croissance du fait de la guerre commerciale qui est menée. Donc on passe de 3,3 à 3,2% de croissance. L'impact se fait sentir et c'est que le début. Donc clairement, on voit qu'il y a un impact. Ces mesures, elles peuvent paraître symboliques. On parle de Game of Thrones, mais ce qui s'est joué quand même, c'est des augmentations drastiques ces dernières semaines. On avait déjà eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Donc on a vraiment vous le disiez, un besoin de revenir un peu au sens commun, parce que sinon, à la fin, c'est les entreprises et du coup les consommateurs finaux qui vont être pénalisés. Donc il faut que les Américains et les Chinois commencent à le réaliser. En même temps, ça nous montre l'incroyable dynamisme de l'économie numérique. Quand on a vu les Chinois se précipiter sur Internet pour télécharger illégalement cet épisode hier soir, ça nous montre bien que les géants peuvent remettre, les géants que ce soit dans l'Internet ou dans d'autres secteurs, peuvent remettre leur position en jeu avec des épisodes comme ceci. Absolument. Et finalement, ces entreprises sont presque des États à l'intérieur des États. Enfin, elles dépassent la notion de nation puisqu'elles sont multinationales. Et de fait, aujourd'hui, quelque part, elles prennent position face à du politique. Elles font de la politique. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui beaucoup de théories autour du fait que les grands patrons de ces GAFA, entre guillemets, ou de ces entreprises, d'ailleurs, on l'a vu à Vivatech avec Jack Ma, qui a pris la parole sur le sujet, qu'ils dépassent la notion de nation et que, en fait, on est en train de réinventer une manière de faire de la politique. Ils sont reçus comme des chefs d'État. Totalement d'accord, parce que j'ai l'impression plutôt que les entreprises sont
sont en train de subir des décisions politiques plutôt que de faire de la politique. Que ce soit Huawei et Google, c'est pas Google qui a décidé de plus mettre ses applications sur les terminaux Huawei. C'est vraiment les conséquences d'une décision politique. Mais c'est vrai, on en parlait hier soir, Google n'a pas cherché à s'opposer à cette décision américaine. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce qu'on constate, c'est que l'un comme l'autre sont pénalisés directement par des décisions politiques. Alors, puisqu'on parlait de Game of Thrones, un chiffre intéressant, accessoirement, la chaîne américaine HBO a battu son record d'audience historique dimanche soir avec la diffusion de ce dernier épisode. 19,3 millions de téléspectateurs. Alors, ça paraît beaucoup, mais en fait, dans l'histoire des séries américaines, le record, il est toujours détenu par MASH. Alors, ça nous parlera peut-être, on est un peu plus âgés. 106 millions de personnes devant leur télé, c'était en 1983. Voilà. Il n'y avait pas de streaming à l'époque. Il n'y avait pas de streaming. C'est néanmoins un espoir pour la télévision qui a toujours du coup un avenir. C'est une très bonne nouvelle. On va parler d'un autre sujet. Il pourrait être dans Game of Thrones, mais pas du tout. On va parler des licornes. Vous savez, ce sont ces startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Evalua est un éditeur de logiciels pour la gestion des achats des entreprises et avec sa levée de fonds de 60 millions de dollars, sa valorisation dépasse maintenant le milliard de dollars. Donc c'est une licorne de plus en France. On n'en a pas beaucoup. Blablacar, Deezer, Ifront, Kiriba et Doctolib. Pourquoi, à votre avis, la France est très loin derrière les États-Unis, très loin derrière la Grande-Bretagne ? Alors il y a un monsieur qui est le président du fonds Isaïe, qui s'appelle Jean-David Chambordon, qui l'explique extrêmement bien. Et il dit on a du mal à voir grand. On a du mal à voir grand, et c'est lui d'ailleurs qui s'est occupé de trouver les fonds pour Price Minister et pour Se Loger par exemple, qui sont partis au Japon et en Allemagne. Donc la France a du mal à finalement prendre le risque de voir grand. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à avoir des usages, des licornes, des startups qui deviennent, je dirais, de taille suffisante pour devenir des licornes. On a du mal à développer nos idées ou est-ce qu'on a du mal à les financer ? On a du mal à les financer. Pas à les développer. Regardez, on a avec Station F un incubateur, et pas seulement Station F, parce qu'aujourd'hui on l'a vu à Vivatech, on a vu le nombre de startups qu'il y avait et des startups qui ont déjà 2, 3, 4 ans. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver les gens qui sont capables de prendre des risques à côté d'eux, mais des risques suffisamment larges pour être international. C'est le rôle de qui ? De la FinTech ? Des politiques ? C'est le rôle des investisseurs, c'est le rôle des fonds d'investissement, et sans doute avec un soutien politique. Augustin Leclerc, même constat ? Alors déjà, félicitations à Evalua, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut se réjouir d'une bonne nouvelle. Vous l'avez dit, il y en a très peu. On se compte sur les doigts des deux mains. Je suis pas aussi pessimiste. Je pense qu'en fait, c'est plutôt une question de marché intérieur. On se compare aux États-Unis, mais je pense qu'il faut revenir aux bases. Il faut se comparer ce qui est comparable. Les Américains, ils ont un marché intérieur de 300 millions de personnes qui parlent la même langue et qui ont la même monnaie. En Europe, on y vient petit à petit avec la monnaie, mais on n'a pas du tout le marché intérieur en France qui nous permet de toucher les consommateurs et donc d'atteindre peut-être des masses critiques aussi fréquemment que le font les Américains. Néanmoins, on y arrive. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas complètement impossible. En France, ce qu'on constate, c'est déjà, quand on s'en sort, on est des miraculés, parce que les startups qui arrivent, il y en a quand même 9 sur 10 qui font faillite. Donc, du coup, la performance est encore une fois à saluer, mais néanmoins notre potentiel est énorme. En fait, quand on analyse dans le détail les startups, très fréquemment, ce qui se passe, c'est qu'elles sont rachetées avant d'atteindre cette fameuse barre symbolique du milliard de dollars de valorisation. Donc en fait, le potentiel est là. Maintenant, la question serait plutôt comment faire pour les laisser grandir jusqu'à cette masse critique. Est-ce que c'est nécessaire ? Mais en tout cas, elles sont toujours rachetées par des grands groupes. Oui, mais elles ont ou par des grands groupes ou par des fonds. Mais il faudrait que ces fonds acceptent l'idée, leur donnent les moyens finalement de grandir jusqu'au milliard et jusqu'à cette valorisation. Et finalement, aujourd'hui, c'est pas eux qui le font. Alors, il y en a beaucoup qui meurent parce que finalement, on s'aperçoit que la viabilité d'un usage, parce que toutes ces startups ne sont que des usages, finalement. Et donc, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est tout cet argent qu'on met dans les startups, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le mettre dans des ETI, dans des entreprises de taille intermédiaire, historiques, dont les patrons doivent s'engager dans cette transformation et doivent prendre à cœur, justement, l'idée de se transformer. C'est ce que, justement, je raconte dans Patron, n'ayez pas peur, c'est que c'est eux qui ont
ont la responsabilité de faire l'économie de demain, peut-être plus que les 10 licornes, 15 licornes ou 20 licornes qu'il y aura dans 10 ans. Alors que les ETI, aujourd'hui, on en a 5000 et qui ont vraiment besoin de faire l'économie de demain. Je suis pas sûr que ce soit exclusif. Je partage le constat. Je pense qu'il y a des fonds, on le voit au quotidien, il y a des fonds suffisants pour faire grossir autant les ETI que les startups. Et on en revient toujours à ce qui compte, c'est le besoin, le marché. Et donc, du coup, voilà. Oui, mais on parle plus de Startup Nation que de ETI Nation. Un commentaire rapide sur la position de la France sur la scène mondiale. On compte plus de 170 licornes aux États-Unis, près de 90 en Chine. Mais alors, on n'a aucune au Japon. Et là, pour le coup, on ne peut pas accuser les Japonais de ne pas être suffisamment innovants. Oui, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'effectivement, là aussi, alors marché intérieur relativement conséquent, mais aussi le sujet de la langue, et puis le sujet aussi de cette capacité à innover qui est peut-être sans doute moins dans la caractéristique des Japonais. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans ce débat. Jérôme Valu, associé chez ICP Consulting, et Augustin Leclerc, consultant associé chez G.